Bonsoir à tous et bienvenue dans Audition publique qui reprend après une semaine très agitée à l'Assemblée nationale. Au cœur des débats, le pass vaccinal, un texte qui est désormais au Sénat. Le Sénat qui entame aujourd'hui l'examen du texte. Le gouvernement espère qu'il sera appliqué à partir de la semaine prochaine, à partir du 17 janvier. Notre invité aujourd'hui a voté contre à l'Assemblée nationale. Bonjour Alexis Corbière. Merci beaucoup d'être avec nous. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes pour le vaccin, mais contre le pass vaccinal. Est-ce cohérent ? Soutenez-vous les manifestants et les manifestations des anti-pass, anti-vax samedi ? Comment lutter contre la pandémie autrement que le fait le gouvernement ? Dans un instant, les questions d'actualité, mais aussi l'état de la gauche, en pleine cacophonie et pourtant extrêmement peu audible. Yves Tréhard vous interrogera, il vous parlera aussi de la bataille des signatures, ça vous concerne. Jean-Luc Mélenchon en a parlé hier. Et puis vous serez en débat dans une quarantaine de minutes avec deux parlementaires, LR et LREM. Un mot tout de suite, si vous voulez bien, Alexis Corbière, d'un sujet grave, d'un sujet sensible, c'est la violence contre les élus. Vous avez vu, on va les revoir d'ailleurs, les images de ce député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui s'est fait non seulement insulter, conspuer, mais qui a même reçu des projectiles pendant de longues minutes devant son domicile. 28 députés menacés de mort depuis le début de l'année, plus d'1 millier agressés, et vous allez me dire, 1 millier agressés ou menacés depuis 1 an. Vous me faites un signe. Dont moi, mais je vais vous dire deux mots. Vous êtes dans les 28. Oui, j'imagine, il y a 15 jours, ça avait fait un peu la une des médias, des partisans d'Éric Zemmour qui s'étaient rencontrés au meeting d'Éric Zemmour avaient mis en scène le fait, avec un fusil, qu'ils voulaient assassiner, aussi Raquel Garrido qui est mon épouse, dans un stand de tir, le président de la République aussi. La justice a travaillé, du moins la police, ils ont été interpellés au bout d'une semaine, présentés devant un juge, tout ça est reporté au 2 février, et je m'inquiète qu'il y a toute une mouvance, alors c'est pas directement votre sujet, qui s'arme, avec des armes à feu, l'un des deux est militaire, et on estime, selon les services de renseignement, qu'il y a toute une mouvance, là je parle de celle d'ultra-droite, de 2 à 3 000 personnes armées dans ce pays, et qui menacent beaucoup. Alors moi j'ai l'habitude, comme d'autres, je reçois beaucoup évidemment de messages des fois négatifs sur les réseaux sociaux. Twitter est un égout en matière politique, je le dis clairement. C'est-à-dire derrières des pseudos anonymes, des gens disent des choses ignobles. Et puis aussi dans la rue, ça se manifeste. Votre question peut-être elle était posée, c'est-à-dire que déjà, je vais dire un mot. Moi, quand le président de la République, on va y revenir, a utilisé dans l'interview du Parisien un vocabulaire volontairement, Emmanuel Macron est très intelligent, mais disant j'ai envie de les emmerder, et même une phrase peut-être qui est philosophiquement encore plus forte, ceux qui sont irresponsables ne sont pas citoyens. Dans un pays déjà extrêmement tendu sur ce sujet, il prend le risque d'en rajouter. Et déjà beaucoup de collègues... Vous trouvez des excuses à ceux qui sont violents ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans un contexte où précisément, c'est des excuses. Ce que je suis en train Est-ce que vous trouvez une explication en partie à cette violence qui s'exprime ? Ou est-ce que... Ouais. Non, mais ne me prêtez pas, Elisabeth. Non, j'essaye de comprendre. Je n'excuse rien, justement, je condamne. La question n'est pas celle-là. Mais je veux dire, quand on est intelligent, qu'on sait déjà que c'est tendu, que beaucoup de collègues En Marche ont vu leur permanence dégradée. Déjà, un collègue, j'ai oublié son nom, a vu, c'était sa voiture, son garage attaqué, etc. Bon, je veux dire, c'est tendu. On peut condamner tout ce que vous voulez, mais quand on est président de la République, on est, en raison de nos institutions, on a un rôle particulier. Vous en rajoutez, ça va créer la situation où il va y avoir une tension encore plus forte. Je condamne, de manière générale, je veux dire, c'est une question de principe, je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux, il est hors de question que les désaccords de la société se traduisent par des formes violentes, et en l'occurrence, quelle que soit d'ailleurs la personne, mais aussi en direction d'un élu. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'attention à ce que, dans le vocabulaire des fois aussi de certains, ça peut terminer à des manifs de gens vaccinés qui vont manifester devant des non-vaccinés, s'ils sont irresponsables de tous les problèmes. Bref, c'est pas la bonne méthode. Et moi, j'ai peur, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi... Vous me permettez de poser une question. Yael Braun-Pivet, que vous connaissez bien ce matin, qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, disait ceci, on doit condamner, on ne doit pas dire « je condamne », mais... Est-ce que vous dites « je condamne », mais Emmanuel Macron, en partie, a mis de l'huile sur le feu ? Je vous pose la question. Non, mais attendez, premièrement... Je pose la question. Ouais, mais je vois bien le piège. J'ai dit, moi je condamne. Non, mais si, parce qu'il y a le côté. On banalise. Non, mais il y a le côté, on banalise. Non, mais je veux dire, il y a une bonne privée, comme M. Macron, sont les rois. Ils veulent tout le temps piéger toute discussion. Enfin, je le dis clairement, il est hors de question
que quiconque aille prendre à partie Donc vous un assumez. élu politique avec lequel il est en désaccord ou qui que ce soit, en lui cassant la figure, en lui jetant quoi que ce soit, en l'occurrence c'était des algues, etc. Maintenant la question c'est pour quelles raisons parfois des gens qui sont des commerçants, qui sont des marins, etc., sont dans une situation des fois de grande tension, se transforment en des gens qui deviennent violents. Et deuxièmement, pour quelles raisons Madame Braun-Pivet qui fait la leçon, doit-elle, quand elle voit la situation, considérer qu'il est normal que le président de la République dise « j'ai envie de vous emmerder » qui est un vocabulaire. Monsieur Macron est un homme poli, cordial. Il a l'instruction qu'il lui donne. Vite, comment les protéger ? Comment vous protéger ? Très vite. Et là, c'est la politique, c'est à un moment donné la démocratie. Pourquoi je suis partisan de la 6ème République ? C'est que je pense que toutes les tensions de la société doivent se dénouer de manière apaisée et démocratique. Et si vous maintenez des institutions qui sont en quelque sorte des cerceaux de fer autour de cette crise sociale, vous verrouillez. Vous dites, à court terme, est-ce que vous réclamez qu'il y ait une sécurité un peu plus importante pour chaque élu qui est aujourd'hui en situation de alors, je reviens à moi parce que je l'ai vécu. Moi, la police de suite m'a dit, et le conseiller du ministre de l'Intérieur, on va évaluer quel est le risque. Depuis, j'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas si ma vie est en danger. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis pour effectivement qu'on donne les moyens, au moins de rassurer les familles. Parce que ce qui m'a vraiment pas plu, de manière générale, ça m'a pas plu l'affaire du député Clairon, mais c'est que ça se passe devant chez lui. Celui de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, c'est que ça se passe devant le domicile. Ça, vraiment, je me dis, là, les gars... ça vous a pas plu par principe. Mais bien sûr. Pas seulement parce que c'était... mais ce que je veux dire, c'est qu'en vous, à la France Insoumise, on vous a aussi beaucoup reproché d'avoir de la violence, d'attiser la violence. Pardon, Elisabeth, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour à toutes les deux. On vous a aussi beaucoup reproché à la France Insoumise d'avoir attisé cette violence, à la fois Jean-Luc Mélenchon, mais aussi François Ruffin, qui avait fait un parallèle entre le président de la République et Kennedy. Il y a cette violence-là qu'on a pu retrouver, parfois dans les mots, parfois même à l'Assemblée. Et même dans une séquence télévisée, alors puisque j'ajoute à ce que dit Brigitte, récente, dans laquelle vous êtes avec votre épouse, en marge d'une émission où on vous voit vraiment aux prises avec des insultes très violentes entre les deux, avec les partisans de Zemmour. On les a montrés, les insultes des partisans de Zemmour ? Il y en avait des deux côtés. Ah, merci, d'accord. Non, mais juste, c'est un détail. Attendez, là, on mélange un peu tout, mais on va essayer de... Non, mais juste, Elisabeth, j'essaie de répondre avec méthode. Oui, bien sûr. Vous, sans doute, je ne vous connais pas beaucoup, mais j'imagine qu'il y a des moments... Enfin, il y a un temps différent entre quand vous êtes sur un plateau télé et quand vous êtes dans votre vie, où parfois ça peut vous arriver, quand quelqu'un vous interpelle dans la rue de manière vive, à ce que vous lui répondiez vivement. D'accord ? Ceux dont vous parlez, puisque vous en parlez, quand une dizaine de militants d'extrême droite, amenés notamment par le rédacteur en chef d'un journal d'extrême droite, qui m'a mis en une en m'injuriant, me chauffe, si je puis dire, à la sortie d'une émission en continuant à me provoquer. Oui, ça peut provoquer un échange de mots. Si évidemment on coupe et qu'on ne montre que le moment où Raquel Garrido ou Alexis Corbière répondent, on dit oulala, les brutes, n'en cherche pas à comprendre. Si certains pensent. D'accord, donc vous avez rappelé le contexte. Vous avez rappelé le contexte. Non, mais je suis un peu blessé que je me retrouve moi. Associés aux mêmes violences parce dont que les mêmes violents, eux là dont vous parlez, n'ont pas condamné quand les militants des SOS Racisme se font casser la figure. C'est eux les organisateurs de meetings et c'est eux les chefs des services d'ordre qui ont cassé la figure militants des SOS Racisme. C'est eux notamment qui me traitent d'islamo-collabo à une entière. Vous dites qu'on les traite différemment de vous. Maintenant la question ce que je veux dire c'est que... la question de fond de Brigitte qui consistait à dire est-ce que parfois dans vos comportements vous n'avez pas vous aussi attiser une forme de violence dans les propos. Et après, on va passer aux questions d'actualité. Non, mais c'est important, je vous donne mon opinion. La vie politique en France, on aime la politique. On va parler vivement les uns les autres. J'espère que tout le monde fait la distinction entre le fait qu'il peut y avoir une verve dans la discussion et le passage à l'acte. François Ruffin qui dit que le président va finir comme Kennedy, c'est plus que de la verve, voilà, monsieur. Mais Madame Boucher, je rappelle qui dit, certains me disent, sont dans une telle colère, qui me disent, il va finir comme Kennedy. Je veux dire, ça n'est pas François Ruffin qui appelle à ça. Il montre le caractère d'exaspération. On avance parce qu'on n'aura pas le temps de traiter d'autres questions. C'est pas Ruffin qui dit, Macron, tu vas finir comme Kennedy. Il dit, donc contextualisons et nous-mêmes Merci sur ce sujet. Tam Tranmi, c'est à vous et on va reparler de la crise sanitaire, effectivement, du Covid. Ce week-end, il y avait 105 000 personnes dans la rue pour contester le pass vaccinal. Parmi eux, il y avait beaucoup d'anti-vax dans les rangs. Est-ce que vous les soutenez ? Alors justement, il faut essayer de faire la distinction entre des gens qui sont opposés à la stratégie actuelle du gouvernement, qui est une stratégie, j'ai envie de dire, monothématique, qui consiste à dire c'est la vaccination et peu de moyens pour dire presque rien. Par exemple, on va parler sans doute école scolaire pour qu'elles ont une grève de 13 ans. Non, mais c'est important. Est-ce que ces personnes dans la rue, vous les soutenez ? Il y a un mélange de tout ça. Donc évidemment, là aussi, si je dis je les soutiens et que vous allez me sortir dans la rue, et je ne vous en fais pas reproche, mais il y a une dimension sur laquelle moi, j'avoue, par moments, je marche un peu sur des œufs, parce que je comprends certaines critiques et d'autres, je n'y adhère pas. Donc, vous n'y êtes pas allé ? Vous n'y êtes pas allé ce week-end dans la rue ? Moi, j'y vais pas actuellement. Et pour certaines, vous savez, quand c'est organisé par M. Philippot, je n'ai pas ma place dans ce genre de manifestation. Parce que, pour plein de raisons, le propos, et puis même ça. Mais à l'inverse,
je ne suis pas non plus dans une logique qui consiste à dire tous ceux qui sont dans la rue sont des crétins ou je sais pas quoi. Il y a vous des êtes gens... vous-même opposé au pass vaccinal. Voilà, et je pense que le combat que nous avons mené nourrit aussi ce débat public, cette réflexion et montre les difficultés que nous avons. Mais du coup, est-ce que être pro-vaccin aujourd'hui et anti-pass vaccinal en même temps, c'est une position tenable, c'est une position logique? Je pense que c'est celle de beaucoup de gens, voire même je n'ai pas d'éléments, mais beaucoup de gens. Et la stratégie de Macron consiste à dire « je suis le chef des vaccinés », ne comprenant pas qu'il y a beaucoup de gens vaccinés qui ne sont pas d'accord avec sa stratégie, y compris de quelle manière il a virevolté sur beaucoup de paroles, qui a décrédibilisé la parole publique. Et en période de pandémie, la parole publique, elle a son importance. Je vois parfois le ministre de la Santé, la manière arrogante dont il nous répond, et quand on lui rappelle de quelle manière, il y a 2-3 mois, il disait l'inverse de ce qu'il nous propose aujourd'hui, vous avez des gens qui ont une grande, au bout d'un moment, suspicion par rapport à ça, et ils n'ont pas tort. Mais sur le fond. Revenons sur le fond. Déjà, je me décale de notre grand pays, la France, pour dire que face à une pandémie, il faudrait revenir à ce que proposait même le président de la République, licence libre sur les vaccins, afin que nous ne soyons pas dans une situation où 70% des gens sont vaccinés à 2 doses, 91% même de la population française et 4% du continent africain, par exemple. D'accord. Non, mais c'est fondamental parce que... Maintenant, il faut aussi des stratégies nationales. Vous avez raison. Mais revenons en France. Oui, mais chère Elisabeth Martichoux, il n'y aura pas de stratégie nationale qui se désintéresse aux questions internationales parce qu'il y aura tout le temps un variant qui nous reviendra. D'accord. Mais, oui, mais nous, on vous pose une question sur le pass vaccinal. Oui, c'est fondamental. D'accord, vous l'avez dit. Non, mais c'est pas un à côté. C'est-à-dire que me faire sauter à la corde sur le pass vaccinal et dire en fait, quand il y a eu 2 réunions internationales, notamment une de l'OMC, où les mêmes représentants français sont contre... On ne fait pas sauter à la corde, vous êtes contre et vous l'avez dit. Parce que ce serait plus efficace sur le fait... Non mais... Un mot. À travers vous, je contrôle ça. Bien sûr, je sais. Non, mais on en revient tout à l'heure. Pardon, que ceux qui me regardent ne me tiennent pas rigueur du fait que par moment, je peux avoir une manière un peu, tranchée de dire les choses. Mais c'est bien aussi d'éclaircir les positions. Jean-Luc Mélenchon. Deuxièmement, ce que nous reprochons aussi, je vais le dire vite fait, vous l'avez entendu 1000 fois, pourquoi dans nos écoles, il n'y a toujours pas capteur de CO2, purificateur d'air, etc. Moi, j'ai des collèges à Bagnolet, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres parce qu'ils sont vétustes. On va en parler, Alexis Corbière. Un mot sur une clarification qu'on voudrait comprendre des propos de Jean-Luc Mélenchon, dont vous portez la parole. Il reproche au vaccin d'être une raquette trouée face aux variants. Il estime, je le cite, que la liberté est la meilleure des protections. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté est la meilleure des protections? La raquette trouée, ça répondait au fait qu'on nous avait dit si vous êtes vacciné, vous ne serez pas contaminé, ce qui est faux. Et deuxièmement, l'illusion que portait le fait d'être vacciné sur le fait qu'on ne pouvait pas transmettre la maladie, ce qui s'est avéré totalement faux, contrairement à ce que le premier, celui qui cherche à avoir la parole la plus claire là-dessus, le ministre de la Santé avait dit. La troisième chose, c'est que oui, la liberté, il me semble... La liberté est la meilleure des protections. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, dans le cas présent, je me souviens plus très bien, mais il me semble que c'était que nous répétons qu'il faut convaincre et pas contraindre, parce que contraindre, ça amène à ce que toute une série de la population, parfois, amène à être, parce que précisément, ils ont l'impression que la parole publique est décrédibilisée, à être sur des positions qui vont trop loin de l'autre côté. Je termine là-dessus sur le fait que moi, j'ai été sensible au fait que l'INSERM nous montre que parmi les gens non vaccinés, 4,6 millions de gens aujourd'hui, 40% le sont, parce qu'ils sont éloignés de toute politique publique pour pouvoir le faire. Je ne suis pas pour contraindre, mais je suis pour qu'on donne les moyens à ces gens, qui sont souvent des gens âgés. Je suis stupéfait de voir que le taux de vaccination des 18-24 ans est plus élevé, 93% je crois, que les plus de 80 ans, qui est à 88%. Ce que je veux dire par là, et moi qui habite Bagnolet, ville de Seine-Saint-Denis, pauvre, on n'a pas de centre de vaccination. C'est souvent des gens plutôt pauvres. Quand j'ai dit ça, je ne veux pas vexer les gens, parce qu'il y a des gens qui sont non vaccinés. Le gouvernement ne va pas... Plus de 80 ans ne vont pas forcément... On est d'accord, oui, il faut aller vers eux. Il faut la politique de l'aller vers. C'est ce que fait aussi la sécurité sociale, elle les appelle, elle essaye de les convaincre. On a compris, insuffisamment, vous dites. Brigitte, on interroge aussi quand même l'efficacité de la mise en place du pass sanitaire et du pass vaccinal. Oui, parce qu'il y a 230 000 primo-injections depuis 7 jours. C'est ce qu'a confirmé Olivier Véran tout à l'heure en commission au Sénat. Est-ce que ça veut dire que la menace du pass vaccinal, finalement, elle a fonctionné, que cette stratégie est la bonne ? Ben ça produit des effets sans aucun doute, parce que vous avez des gens, ils n'ont pas envie de tomber dans une forme de mort sociale. Maintenant, à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, on a un taux de vaccination qui est extrêmement élevé en vérité? Grâce au pass sanitaire. Plus de 90%. Grâce au pass sanitaire. Mais quel est l'effet? C'est peut-être ça, mais quel est l'effet pour autant? Je veux dire, on est encore dans une situation... Il y a moins de personnes en réanimation. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on rende responsable du problème de l'hôpital public les non-vaccinés. J'ai entendu même l'autre jour un ministre dire les commerçants, les chefs d'entreprise en ont assez de ces gens irresponsables. Non, on ne peut pas dresser une partie de la population. Alors, il y a quand même dans un sondage si aujourd'hui ça circule, c'est pas parce que... La moitié des Français, un peu plus, 51%, qui trouvent qu'il ne faudrait pas prendre en charge l'hospitalisation des personnes qui ne sont pas vaccinées. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça dit de la population française? C'est passionnant que vous dites ça, parce que ça m'attriste. On peut dresser une partie de la population, si ce sondage est vrai, et l'amener à penser des choses qui sont, d'un point de vue républicain, d'un point de vue social, totalement folles.
C'est-à-dire que si on acte l'idée... C'est pas le virus qui monte Non, les non. gens les uns contre les autres? C'est la C'est politique. l'utilisation, vous voyez, ça c'est la conséquence de la parole de Macron. D'accord? Quand vous dites aux gens... C'est pas la crise sanitaire. Attendez, c'est-à-dire c'est la façon dont on gère la crise sanitaire. Mais vous savez, on peut faire dire aux gens aussi que s'il y a du chômage, c'est la faute aux étrangers. Hein. Il y en a qui le font, ils prospèrent là-dessus. On peut amener à dire beaucoup de gens. Ça, c'est directement M. Macron. Si on commence à dire à la population que ceux qui ont passé le serment d'Hippocrate ne doivent plus soigner ceux qui, en quelque sorte, sont responsables de leur maladie, je vais vous dire, hein, les fumeurs, ils sont responsables de leur maladie. Ceux qui boivent trop sont responsables de leur maladie. La manière, je ne sais pas, peut-être que vous avez une vie saine, vous m'avez l'air parfaite, mais moi, il peut m'arriver d'avoir certains excès alimentaires ou j'en sais Merci pour rien. le compliment. Mais il y a certains médecins... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas que la politique d'Emmanuel Macron, ça... Alexis Corbière, parce qu'il y a certains médecins qui s'interrogent aussi sur la priorisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas aider davantage une personne qui doit se faire opérer d'un cancer plutôt qu'une personne qui est non vaccinée qui arrive en réanimation? Donc, pourquoi a-t-on fermé 17 000 lits depuis 2017? Parce Pourquoi qu'on fait l'année de dernière, l'ambulatoire. 5 700 lits encore? Pour quelle raison? Dans le dernier PLFSS, il y a 1 milliard d'économies sur l'hôpital public. Si vous mettez l'hôpital public sous tension, vous amenez à ce qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et moi, ce qui me rendait fier d'être français, ce qui fait partie de notre identité, notamment quand on est avec des amis étrangers ou de la famille, c'est qu'en France, l'hôpital public, on ne vous demandez pas une carte bleue pour y arriver. Que dites-vous aux médecins qui effectivement s'interrogent sur la priorisation des malades, de la priorisation? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'il faut vous êtes en situation, vous leur dites quoi? Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de médecins qui portent cette parole. Ils l'écrivent dans les tribunes. Ouais, non, mais d'accord, la grande majorité de la profession n'est pas favorable à le faire, et je suis pour qu'on arrête ces politiques. Je suis pour qu'on arrête ces politiques publiques d'austérité qui ont détérioré notre hôpital public et qui amènent à ce que face à cette pandémie, on en vient à dire finalement on ne va plus faire ce qui est le serment que nous avons porté, on va choisir. Et cette logique-là d'économie peut amener à une situation folle. Je répète que si on n'avait pas fermé les lits, des gens ne seraient pas à un point de saturation comme on est aujourd'hui. L'hôpital public manifestait déjà avant la crise du Covid et ce gouvernement n'a rien fait pour l'améliorer. Alors on va parler de l'école tout de suite parce que le temps passe. Effectivement, puisqu'il y a une grève qui est prévue jeudi, grève des enseignants contre le protocole sanitaire qui est actuellement en place et qui est assez compliqué. Vous le soutenez? La grève, oui. Cette journée de grève? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Notre école est extrêmement malmenée. Déjà, nos enseignants, là aussi, je veux dire, il faut contextualiser. C'est comme l'hôpital public. Nos enseignants étaient déjà dans une situation de dégradation de rémunération, dégradation des conditions de travail avant même que la crise du Covid arrive. On ne distribue même pas des masques vraiment aux enseignants. Les protocoles sont souvent incompréhensibles. Le gouvernement l'a annoncé, c'est pas... Oui, il a annoncé, d'accord. Des masques chirurgicaux pour tous les enseignants. Concrètement, sur le terrain, je vais vous dire, moi, je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai ma gamine sur les bras parce que la cantine ne fonctionne pas, les personnels sont malades, parce que ça repose sur les mairies. Alors vous avez des endroits ou des régions, j'ai vu, c'était M. Wauquiez, pour prendre un exemple de quelqu'un qui n'est pas dans ma famille politique, avait dit on va mettre en place des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air à une époque, mais ce n'est pas une politique nationale. Donc, il y a un fonds de 20 millions qui a été débloqué pour des capteurs de CO2, pour des purificateurs d'air, et c'est aux communes d'ailleurs, aux collectivités locales de le faire, c'est pas à l'État. Non, mais cette parole a été contestée par mon ami Mathieu Orphelin, ça c'est la parole de... Pardon, je suis désolé, mais c'est ce que dit Blanquer, mais concrètement sur le terrain, on ne le voit pas, cet élément-là, d'accord? Ça c'est des manœuvres bien souvent du gouvernement, de dire c'est la faute aux régions, aux municipalités, j'ai débloqué un fonds, que personne ne voit concrètement en application. Mais vous préféreriez que l'école soit fermée? On a bien vu que ça creusait les inégalités sociales. Nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon depuis 2 ans de dire pourquoi pas embaucher, je crois 190 000, ce serait à peu près le chiffre qu'on a trouvé, ça pourrait être plus, des étudiants par exemple qui pourraient aider à dédoubler les cours, qui amèneraient à ce que les élèves soient moins nombreux en classe. Pourquoi on ne le fait pas par exemple? Mais cette stratégie de l'école ouverte, vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer là-dessus? Sauf que dans la vie, il n'y a pas que 2 couleurs, blanc et noir. C'est-à-dire que Blanquer, il n'a qu'à répondre. Monsieur Corbière, vous voulez fermer l'école? Non, je suis pour que, par exemple, vous avez entendu ce que j'ai dit, Monsieur Blanquer, je le dis. Là, les enseignants dans la grève. Alexis Corbière. Là, dans la grève, les enseignants demandent la fermeture des classes au premier cas de Covid. Vu le niveau de l'épidémie, vu le niveau des contaminations, ça veut dire que quasiment toutes les classes vont être fermées. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas le mot d'ordre central. Pour ce qui est de la France insoumise, nous sommes pour que, notamment, je répète, capteurs de CO2, purificateurs d'air, création d'embauche d'étudiants, notamment, pour pouvoir autant que possible dédoubler les cours, embauche aussi des enseignants, mais tout ça est l'affaire et nécessite certains moyens pour éviter aussi que quand les enseignants sont malades, ils puissent être remplacés. Il y a une urgence. Oui, j'entends bien, ça fait 2 ans qu'on nous dit ça, ça fait 2 ans que M. Blanquer me répond, vous ne proposez rien, que lui a tout compris, se mêle dans cette affaire. Les difficultés objectives, même si c'était nous qui étions en responsabilité, l'affaire n'est pas simple, j'en suis bien conscient. Mais il y a, comment dirais-je, un discours, j'ai pas d'autres mots dans mon vocabulaire, d'arrogance systématique qui consiste à dire vous ne proposez rien, alors que tout ce que nous proposons depuis 2 ans n'a pas été mis en œuvre. Allez, une dernière question sur les droits de succession. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui dit « Je prends tout à partir de 12 millions d'euros d'héritage ». Vous voulez faire fuir les riches en France ?
Alors, de France plutôt. si vous êtes concerné, je vous félicite. Ça concerne 0,01%. C'est pas indispensable. Oh, mais Ouais, écoutez, voilà. non, Non, mais faut ce de que je l'humour, veux mais dire, bon. non, mais vous voulez de la J'aimerais même bien, façon. mais non. Quand Madame Boucher me dit, vous voulez faire fuir les riches, ça se situe au niveau de l'humour, parce que ça n'est pas vrai. Vous savez très bien que ce dont on parle, c'est essentiellement de la succession patrimoniale. Qu'est-ce que c'est de ce dont on parle? un symbole. C'est pas de l'argent qui est Mais investi, vous qui pouvez pas crée le faire des partir. emplois. Personne ne va démonter la maison et le château, l'appartement qui amène à ça et l'amener En ailleurs. 1980, il y a eu beaucoup de débats. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, en 2012, c'est pour ça que je l'ai pris en 2022, c'est pour ça que je l'ai pris avec humour, ce dont on parle essentiellement. Revenons, à l'essence, d'abord, qui est très intéressant sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'essentiel de l'inégalité qui se creuse, c'est pas tellement sur le salaire que vous avez accumulé durant votre vie, mais c'est ce dont vous héritez, et notamment du patrimoine. Je pense aux travaux de Piketty, mais c'est pas le seul. C'est extrêmement injuste. C'est-à-dire que même vous pouvez être très méritant, mais fondamentalement, les fortunes peuvent se transmettre. Bon, et ça pose quand même un problème. Donc, à partir de comment on réfléchit à ça, c'est philosophiquement une révolution à mettre en œuvre, parce que tous, on est un peu attachés au point de départ à l'idée qu'évidemment, on le transmet à nos enfants. Mais fixons une limite, que nous dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'au-dessus de 12 millions, ça laisse de la marge, hein. On parle, c'est pour ça que 0,01%. Souvent, qui est dans ces successions et ces transmissions patrimoniales. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait ce plafond? Pourquoi? Pas pour uniquement spolier les gens, mais pour que cet argent soit remis, notamment en direction de la jeunesse, c'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon, et créer une espèce d'allocation études, notamment de 1 000 € par étudiant. Ce serait fondamental, et ça aiderait. Et donc, d'un seul coup, là, vous avez quelque chose qui se situe au niveau à la fois. Ça maintient l'idée de transmission. 12 millions, c'est vraiment une minorité. Hein. Je rappelle que dans ce pays, je crois qu'une personne sur deux ne reçoit rien et que quand vous transmettez jusqu'à 120 000 €, ça ne vous coûte rien. Il n'y en a pas de temps de 100 000. Mais je veux dire, les ultra-riches qui nous regardaient, je pense que s'ils aiment ce pays, ils seront d'accord. Ils ne peuvent qu'être d'accord. Ou alors d'être enfermés dans un égoïsme qui ne sert à rien. À la fois, ils pourront transmettre des sommes conséquentes, mais aussi permettre à ce que toute une jeunesse, qui notamment a pour obstacle dans ses études parfois les conditions matérielles, puisse aller le plus loin Et les possible. transmissions indirectes, Voilà. Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi les faciliter via ce qu'il appelle l'adoption sociale. C'est stimulant. Ça hein. consiste Parce en qu'on a- quoi? Alors, je ne sais pas si on a le temps de... Alors, 1 minute. C'est un Ouais. exercice de style, allez-y. Non, parce que toute la discussion est partie de l'interview de Monsieur le Président de la République avec une dame qui dit « ma marraine m'a donné », etc. Ouais. Bon. Et elle a payé 60% d'impôts là-dessus. Ce qui est un peu normal, parce que c'est pas de la filiation directe. Bon, vous avez une vieille tante, enfin une vieille tante, encore il y a un lien, mais une marraine, quelqu'un... Bon, ce que dit Jean-Luc pourrait peut-être aussi trouver une solution à ça, c'est pourquoi pas cette idée qui est cette espèce, retrouvez-moi la formule en parlant de L'adoption sociale. l'adoption sociale, c'est-à-dire si vous voulez transmettre à quelqu'un qui n'est pas en filiation directe, avant il y a un contrat qui est passé. C'est-à-dire qu'à la fois cette personne plus jeune que vous aussi devra vous aider. C'est une société de solidarité. De droits et de devoirs. Si vous voulez, oui. Mais de toute façon, les devoirs n'ont de sens que par rapport aux droits. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'inversion de la hiérarchie du président de la République se situe dans une inversion intellectuelle d'un point de vue républicain. Bon, vous êtes à 40 secondes. Est-ce qu'on m'a compris? L'idée, c'est Oui, de on a pouvoir compris. créer... Attention, les amis Allez. qui nous regardaient. Dans ce pays, il y a une inégalité. Comment on la corrige? Nous C'est proposons terminé. Tom, vous avez le droit. plafond. Vous êtes dur, Madame Martichoux. Ouais. Juste une dernière. Mais alors vraiment, rapide, non? Une toute dernière Ouais. question. Je vous en prie. Quand même sur la réunion qu'il va y avoir demain avec Jean Castex sur un sujet très important, la présidentielle. Est-ce que vous allez y aller pour voir les conditions pour pouvoir sécuriser ce scrutin essentiel? Vous avez votre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Là où on est un peu rebelle, c'est qu'on est allé à quelques-unes de ces réunions. Nous n'étions pas d'accord avec ce qui se disait, parfois ce qui était présenté par le président de la République, et on a vu dans la presse par la suite, et même le Premier ministre dire « j'ai réuni tout le monde, il y avait un accord, etc. » Donc notre manière à l'heure actuelle de dire « on n'est pas d'accord pour ces Politique de la chaise vide. ces fausses réunions de concertation. » Et vous y allez ou pas? D'accord. A priori, je pense qu'on n'ira pas, parce qu'on n'a pas envie d'être embarqué dans un truc où après il dira on est tous... Mais parce que, madame, vous voyez ce que je veux... Comprenez-nous. Si vous c'est-à-dire- n'êtes pas pris en compte, vous ne pourrez pas dire que... Mais parce que ça marche pas comme ça, c'est pas une réunion Enfin, c'est une information, vous n'irez autour du pas. Premier ministre dans lequel on vous lit en communiqué, on vous écoute gentiment, tout le monde autour de la table, et à la fin c'est terminé, le lendemain on vous dit tout le monde était d'accord pour. Non. Donc comme on fait tous de la politique et que le Premier ministre manœuvre, ne discute pas, il manœuvre. Et il veut nous mettre dans la seringue de quelque chose, comme je ne sais pas, on ne sait pas vers quoi il veut nous amener. Ce qui nous reste, c'est à ce stade de dire, écoutez, Monsieur Castex, réunissez-vous. Si vous voulez vraiment discuter avec nous, vous savez où nous trouver, mais on ne participera pas à ce qui est C'est une clair. opération de communication. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Brigitte et Tam. Évidemment, la semaine prochaine, dans un instant, c'est Yves Tréhard qui va venir vous interroger sur les questions politiques. On fait un petit détour par le Figaro Live avec Vincent Roux. Bonjour Vincent, vous êtes là. Bonjour Vincent. Bonsoir Elisabeth. Alors, les médecins eux-mêmes, on le disait, sont très remontés parfois contre les non-vaccinés. Ça vous inspire une interrogation? En tous les cas, il y a une tribune qui a été très commentée sur Internet, très commentée sur les réseaux. C'est la tribune de ce professeur d'hématologie et de cet avocat
qui réclament chez nos confrères du Parisien.fr, des poursuites pénales contre tout non-vaccinés qui transmettraient le virus de manière volontaire. La base de leur raisonnement, Alexis Corbière, bonsoir, bonne année, ce sont les poursuites contre Agnès Buzyn, notamment, sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous avez prouvé cette demande, Alexis Corbière? Alors, bonsoir également, bonne année. Non, je ne partage pas cette idée, d'autant qu'il me semble qu'à partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, ça n'ira nulle part. Vous ne pouvez pas faire des poursuites pénales contre des gens non vaccinés à mesure où ça n'est pas obligatoire et où ça reste un choix, donc ça n'ira nulle part. Ça n'est que des tribunes, qui ont peut-être le mérite d'avoir une discussion. On l'a eu tout à l'heure avec nos deux chroniqueuses, c'est-à-dire faut-il remettre en cause, ce qui est un des fondements de notre hôpital public et du serment d'Hippocrate, je prends le malade, je le soigne. Faut-il, en fonction de son attitude, varier notre comportement de soins? À titre personnel, je ne suis pas favorable à ça. Je ne suis pas favorable. Vous, moi, on fait peut-être des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et je suis pour que si vous êtes malade ou si je suis malade, on ne vienne pas me dire tu l'as quand même bien cherché et tu n'as pas été raisonnable. Dans le cas où ils mettent, je parle sous votre contrôle, mais la vie d'autrui en danger. Et puis c'est dans le cadre où notamment ils sont tenus responsables de contamination. Oui, alors, mais après ce que vous dites qui est intéressant, même si je suis d'accord, c'est cette idée que comme il y a eu des procédures qui ont été faites contre Madame Buzyn en l'occurrence, mais là c'est autre chose, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça a prospéré du point de vue de la plainte qui a été déposée, mais on peut à bon droit considérer qu'à un moment donné, du point de vue des pouvoirs publics, des décisions ne sont pas prises pour protéger la population. Moi, je veux vous dire une chose, je ne suis pas pour judiciariser, de manière générale et par principe, des discussions qui sont d'ordre politique et des mauvais choix politiques. Je suis pour les sanctionner politiquement. Vous savez que je suis pour le droit de révoquer les élus si on pouvait. Voilà, je suis pour que ça reste de l'ordre de la délibération et que la souveraineté populaire s'exprime et qu'attention à ce que tout ça ne soit pas ramené dans des procédures judiciaires qui parfois étouffent un peu les choses. Mais il n'empêche que si un ministre avait fait des choses, documents à l'appui, parce que son cabinet, des spécialistes lui avaient dit faites ça et qu'elle avait fait l'inverse, ça peut aussi amener des sanctions quand même. Si vous vous entraînez, il y a eu quand même suffisamment de morts pour que cette affaire soit débattue. Donc la réponse est non. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Pour une autre question à Alexis Corbière, je vous laisse entre les mains d'Yves Tréhard, rédacteur en chef de Figaro. Bonsoir Alexis Corbière, bonsoir Elisabeth, bonne année aux téléspectateurs. Alors, hier, Jean-Luc Mélenchon, ça fait pas mal de jours déjà qu'il peste contre une règle qui, à chaque élection présidentielle, fait polémique, c'est l'histoire des parrainages. Il faut 500 parrainages pour pouvoir concourir à cette élection, et chacun des parrainages qui vient d'un élu, il y a 42 000 élus qui peuvent donner leur parrainage, eh bien, ce parrainage est public, c'est-à-dire que ce n'est pas anonyme, et Monsieur Mélenchon, tout comme Éric Zemmour, tout comme Madame Le Pen d'ailleurs, peine à obtenir ces parrainages. Il en appelle même assez étonnamment au président du Sénat, Gérard Larcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez à Gérard Larcher pour que ça change? Alors déjà, on avait fait une proposition de loi qui disait qu'en même temps qu'on maintiendrait les 500 signatures, dans le cadre de la Ve République, vous savez qu'on est contre, mais restons dans la Ve République, en même temps qu'il y aurait toujours la possibilité des 500 parrainages, on dit de maires, mais d'élus, il y a aussi une voix citoyenne de 150 000 citoyens, faisant une déclaration, carte d'électeur en main, etc., disant qu'on remplacerait les parrainages d'élus par des parrainages... Justement, j'ai insisté pour dire qu'on ne le remplacerait pas, il y aurait les deux voies. Les deux mixtes. On reprenait l'idée d'une commission Jospin, d'une commission commandée par Jospin, etc., à l'époque, pour rénover, la commission Jospin, d'ailleurs, c'était François Hollande qui lui avait demandé, pour rénover la vie politique. Deuxièmement, il y a un vrai sujet. Juste, je me décale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer le fait qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République en étant dans un parti qui n'existait pas un an avant. Qu'en gros, il y a un bouleversement de toute la vie politique fondamental. Vous qui êtes un observateur fin, depuis la Libération, la gauche n'est plus représentée dans les mêmes partis, la droite elle-même évolue, l'extrême droite apparaît. Bon. Et on a en même temps au niveau local, pour des raisons de participation, pour discuter longtemps, des fois, des formes de choix de certains élus pour être maire ou dans les régions qui n'est pas le même qu'au niveau national. Bref, on a quand même un problème avec cette règle. C'est-à-dire qu'on demande à des maires, souvent qui ne le souhaitent pas d'ailleurs, d'être à la fois ceux qui permettent de se présenter à l'élection présidentielle. Et ce que je viens de pointer amène à ce qu'il n'y a plus les grands partis qui ont leurs 500 élus, et c'est tout ça. Ça se passe plus au niveau des partis. Voilà.
Voilà. Le débat se passe entre individualité. Voilà. Et alors, ce qu'on observe souvent, c'est qu'en raison de la publication, beaucoup de gens se disent, mais en vérité, je suis uniquement pour parrainer, mais l'impression que ça donne, c'est que je soutiens. Et beaucoup d'élus, moi je l'ai fait beaucoup encore dernièrement dans le sud de la France, non loin de Béziers où habitent mes parents, aller voir des élus, ils disent, mais moi j'ai été élu un peu liste d'intérêt général, j'ai un peu de tout dans le conseil municipal, si je vous soutiens ou si je soutiens machin, ceux qui sont pas de ma... Soyons précis, Alexis Corbière, non pas que vous ne le soyez pas, mais comme le temps nous est compté, 3 choses. Est-ce que vous les aurez, les parrainages? Vous en avez combien, là? Jean-Luc Mélenchon a dit 391 hier, donc on va partir sur ce chiffre et autour de ça. Est-ce qu'on peut changer, je crois que oui, la règle du jeu d'ici à la présidentielle? J'ai peur que non. J'avoue que j'ai peur que non. Mais c'est pour ça que nous lançons des appels. Mais surtout, comment dirais-je, que tout le monde se détende et qu'il n'y ait pas des disciplines de parti qui soient données en direction de leurs élus, vu que j'ai vu que des gens pétaradent en disant qu'ils en ont plein. Vous pensez que M. Roussel, pour le Parti communiste, joue contre vous? J'ai vu Madame Hidalgo qui a même sorti cette phrase, la démocratie c'est la loi. Oui. Pour une socialiste, je trouvais ça un peu... Parce qu'il peut arriver... je trouvais que, en général, on peut critiquer la loi sans pour autant... Même, on peut acter qu'il y a des choses qui sont, vous voyez, pas acceptables. Bon, revenons aux fondamentaux. Moi, j'ai des désaccords avec l'extrême droite, c'est un courant d'opinion. On ne réglera pas le problème en les empêchant d'être candidats. De la même façon que M. Mélenchon, il a quand même fait 19,5% avant la dernière fois, j'ai failli trébucher. Non, mais je veux dire, on l'aime ou on l'aime pas, on apprécie ou pas nos idées, nous sommes un grand courant d'opinion. C'est la démocratie qui peut être en danger? Oui, là, franchement, je veux dire... Qu'est-ce qu'il va demander au président Larcher? Sans doute de veiller à ce que toute une série d'élus locaux puissent participer, au moins, sans partager nos idées, au fait que nous puissions nous présenter. L'idée d'Éric Zemmour de dire au président de l'Association des maires de France d'organiser une espèce de bourse. J'ai vu, mais il lui a répondu. Je veux dire, à l'heure actuelle, chacun essaie de trouver des trucs, mais on est au mois de janvier, j'ai peur que tout ça n'a pas d'application. Surtout ce qui me semble important, et merci d'en parler, à tous qui nous regardez. On ne vous demande pas de soutenir, en l'occurrence, je parle pour Jean-Luc Mélenchon, notre programme, il s'appelle l'Avenir en commun. On dit juste que nous ayons la possibilité d'aller devant les électeurs. Et prenez garde à ce que, si on ne peut pas le faire, je veux dire, cette élection sera entachée. Si les grands candidats, je ne vais pas être méprisant avec ceux qui sont, je parle sur la base d'études d'opinion, ne peuvent pas se présenter, ça ira pas. Donc pour la démocratie, qui est déjà très malmenée, on en a parlé avec Mme Martichoux tout à l'heure, cette violence qui s'exprime, il faut que ce soit par le cadre, me semble-t-il, des urnes que tout ça s'exprime. Et si certains veulent l'empêcher, gare à eux. Alors il y a peut-être une raison pour laquelle les maires se détournent, ou les élus se détournent de cela, ou se méfient, et disent, mais attendez, 8 candidats, avec Mme Taubira, 8 candidats à gauche, ça suffit, qu'ils s'entendent, qu'ils ne soient pas tous en train de se diviser, de se disputer. Mme Taubira a dit, je participerai à la primaire populaire, qui est je ne vais pas rentrer dans les détails, mais organisée par un collectif d'associations. Pourquoi vous tournez toujours le dos à cela? Écoutez, on est en campagne. Actuellement, on est dans une situation... C'est nul et non avenu pour vous. Mais je veux dire, ça n'a aucune réalité. Je ne sais pas sur quel programme tout ça se passerait. Madame Taubira, en plus j'ai beaucoup de respect pour j'aime bien la personne, mais je veux dire, penser créer un effet de souffle, qu'à voir à quoi les études d'opinion la mettent. Donc, ce que je trouve dommage, je vais vous dire, j'ai vu ce week-end, Monsieur Mélenchon est invité, on lui parle. Monsieur Jadot est invité, on lui parle. Pardon, ne le prenez. On perd du temps autour de cette discussion. C'est-à-dire qu'on est à 90 jours d'une élection. Si on veut gagner, quel est le problème de la gauche? C'est pas sa division. Vous êtes la gauche peut gagner. Oui. Écoutez-moi. Si vous qui êtes un fin connaisseur de la vie politique, il n'est pas vrai qu'aujourd'hui il y a un nombre de candidats jamais vus à gauche. Ça n'est pas exact. C'est faux. Et même, paradoxalement, en 74, il y avait moins de candidats de gauche qu'en 81, et en 81, ils gagnent. De mémoire, je pense qu'il y avait 6 ou 7 candidats dits de gauche. D'accord? Donc, ça n'est pas exact. Quel est le problème de la gauche? C'est pas le fait qu'elle soit sur plusieurs candidatures. C'est sa faiblesse. C'est le fait qu'actuellement, peu de gens croient que ça passe par là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Convaincre. Que nous disent les mêmes... Pourquoi vous n'arrivez plus à convaincre? Pardon, alors, on en vient. À partir de là, il faut un truc tout simple. Faire campagne. Nous faisons campagne. Et faire campagne, ça nécessite, vous voyez, vous qui me voyez, chaque semaine, un député comme moi insoumis, il fait au moins un meeting, on va dire, en province de sous-préfecture. Plus Jean-Luc qui fait des gros trucs. On se déploie dans tout le pays. Je vois des gens pleurer, mais ne pas faire campagne. Bon, écoutez, ne vous étonnez pas que vous ne pesez pas grand-chose. Les leaders de gauche pleurent. Je vois des gens... Jadot, il a eu Non, je parle pas d'Yannick Jadot. Il a eu une comparaison. Il a dit, ça me fait penser au temple solaire, comparaison quand même audacieuse. Il dit, sur fond de déprime organisée de la gauche qui pense qu'elle va perdre, les leaders de Taubira et Hidalgo dit, mettons-nous ensemble pour mourir ensemble. Alors, il a fait cette comparaison. Je lui laisse sa formule, mais quoi qu'il en soit, ce qui est vrai, ce qui est désagréable, c'est ces gens qui prennent des postures...
Vous êtes tous nuls, nous disent-ils. Eux ne fichent rien, ne savent qu'écrire des tribunes dans des journaux, je pense à Libération ou ailleurs, ne fichent rien, sont désolés du spectacle de la gauche, ne viennent aider personne. Bon, si vous avez des grandes idées, que vous êtes si intelligents, venez nous aider. Il n'y a rien, de mieux que faire une réunion, faire du porte-à-porte, aller diffuser un tract, ce que ces gens n'ont jamais fait ou n'ont plus fait depuis longtemps. Et enfin, j'ai cette particularité d'avoir été au premier rang de la campagne de Mélenchon la dernière fois. Ouais. Au même moment, selon les études d'opinion, j'allais vous l'IFOP du 6 janvier Dernière 2017 question, nous mettait à 12%. Je rappelle que si on additionne Là, vous êtes à aujourd'hui... 10, là. Dernière question. Si on additionne aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et le score de Fabien Roussel, on est exactement au même score. On a terminé à 19,5. Si on est à 19,5, on la est à porte 100. du Alors, second une tour est dernière ouverte. question, Donc, Yves Tréhard. la déprime, ça suffit, à l'action. Dernière question. Le président de la République cet après-midi était dans les Alpes-Maritimes. Il a fait des propositions sur la sécurité. Est-ce que vous estimez que on doit regarder de plus près son temps de parole alors qu'il n'est pas encore un candidat déclaré? Est-ce que vous allez lui déclarer la guerre? Voilà. La guerre, je fais que de la politique. La guerre du temps de parole. Je l'ai déjà dit. Surtout en raison du Covid, où malgré tout ça complique les choses, Monsieur le Président de la République, il nous faut là 90 jours maintenant de qualité, qu'on puisse échanger les arguments. Vous êtes candidat, tout le monde le sait, franchement, il n'y a pas d'hésitation, etc. Rentrez le plus vite possible, parce que ça pose un problème, parce que vous faites campagne en vérité, vous exprimez, beaucoup de choses qu'il dit, ce serait dans le cadre d'un deuxième quinquennat, dont acte, il a le droit, mais faites-le pour que ce soit à la loyale. Et je trouve qu'il profite vraiment, lui qui disait qu'il fallait faire révolution, là c'est la 5e République à plein, il reprend les trucs au dernier moment, mais un peuple, ça se prend pas par surprise. Je veux dire, nous, on a sorti notre programme et c'est une réponse aussi à la primaire et tout ça. C'est que c'est du lourd, c'est du profond qu'il faut arriver. Et les abstentionnistes, qui sont 1 personne sur 2 aujourd'hui, il faut aller les chercher sur les idées, pas par les avoir par la Et vous espérez mobiliser les abstentionnistes, ce qui vous permettrait d'avoir évidemment des réserves de voix. C'est ce qui s'est passé en 2017. Merci beaucoup, Yves Tréhard. Dans un instant, on accueille 2 parlementaires. Mais en attendant, j'ai une question à vous poser sur ce programme. 700 propositions. 694. Voilà, à peu près, de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas toutes les revoir. Celle-là, il en a parlé la semaine dernière, je voulais revenir là-dessus. Il veut limiter de 1 à 20 l'écart des rémunérations dans toutes les entreprises. Et on lui a posé la question. Et alors, par exemple, qu'est-ce que vous faites avec les footballeurs? Et il a répondu, vous avez dû l'entendre, ah ben non, mais le football, c'est pas pareil. C'est un autre sujet, on le met de côté pour l'instant. Quand même, ça m'a frappé. 2 poids, 2 mesures. À la France Insoumise, on fait 2 poids, 2 mesures sur des questions aussi fondamentales que ça, pour vous. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, sans doute à ce moment-là, mais je veux dire, était un peu pris à contre-pied pour utiliser un vocabulaire footballistique. La carrière d'un footballeur, c'est pas la même chose qu'un salarié. Il touche beaucoup d'argent à un moment donné de sa vie. Donc pourquoi aller chercher le cas particulier pour essayer de discuter d'une règle toute simple? On peut être d'accord, pas d'accord. Pour comprendre la logique. Non, mais la logique, elle est simple. Dans une entreprise... Dans une entreprise qui produit de la richesse, d'accord, il n'y a pas d'écart supérieur de salaire de 1 à 20. Si quelqu'un veut, en haut, augmenter son salaire, mais il augmente le petit. Et on augmente tous 1 à 20, c'est déjà pas mal. Voilà ce qu'on dit, c'est vertueux. Alors après, sur le football, il faut voir comment ça se mettrait en place, c'est-à-dire qui est le plus haut, qui est le plus bas, est-ce que c'est une entreprise? C'est pas toujours le cas. Bon, ça complique tout le débat, c'est ça qu'on veut dire. Revenons à des choses simples. Qui ça choque? Le fait que si le patron veut, pour parler simple, passer de 25 000 à 30 000, celui qui est au plus bas, il a plus 1200, il a un peu plus. Voilà, c'est bien. Vous assumez en tout cas, parce qu'il y a des temps où les salaires des footballeurs, ça vous a choqué. Mais ça me choque, non, mais bien sûr que ça nous choque. Donc on pourrait penser que vous voudriez davantage les réglementer. Mais on les réglementera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'exemple de l'entreprise, on m'a compris. Et par ailleurs, on pourrait très bien calculer sur une carrière entière combien gagne un footballeur de manière générale, cadrer tout ça, mais c'est une usine à gaz qui je veux dire, tout le monde n'est pas footballeur, tout le monde c'est comme un artiste, un tableau, combien ça gagne, mais c'est pas ça le Et tout le monde n'est pas député. Député, sénateur, avec nous, Jean Terlier, député LRM du Tarn, porte-parole du groupe La République En Marche face à vous, ainsi que Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, ancien porte-parole d'Éric Ciotti. Oui, vous êtes bien entourés. Et, messieurs, 2 thèmes aujourd'hui, 2 thèmes communs. On parlera tout à l'heure. On reviendra sur la gestion de la crise sanitaire, mais on commence par l'Europe. C'est Emmanuel Macron qui préside l'Union européenne, ou en tout cas le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et vous avez en face de vous, quel Européen? C'est la question. Qui veut commencer? De priorité au Sénat? Alors, monsieur le sénateur. C'est très gentil, merci beaucoup. Oui, nous, ce qu'on peut constater au niveau de l'Europe, c'est que depuis plusieurs lustres maintenant, plusieurs années, on assiste à une Europe qui impose des directives, des normes qui sont parfois contraires aux intérêts nationaux. Nous, les Républicains, on est pour une Europe des nations. Une Europe qui
sur des sujets comme la sécurité, comme l'immigration, comme la défense, ne soient pas supra à l'État. C'est-à-dire que nos lois s'imposeraient à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Nous, on a dit clairement que si nous arrivions en responsabilité, s'il le faut, nous désobéirons sur certains aspects. Alors, c'est peut-être pas les sujets que vous pointez, mais nous pensons que ces traités de libre-échange, par exemple, qui remettent en cause, qui entraînent des délocalisations dans le pays, qui font tant de mal à notre emploi, etc., s'il faut, nous désobéirons pour créer des rapports de force différents au niveau européen. Donc, il faut essayer de ne pas avoir une discussion binaire sur ce sujet de l'Europe. Soit c'est l'Europe actuelle, soit t'es pour sortir et t'es un nationaliste. On peut, il faut. La France est un grand pays, créer les conditions d'un rapport de force différent. Reste à savoir sur quel thème, et là-dessus on sera peut-être pas d'accord tous les deux, mais même Schengen, vous êtes meilleur spécialiste que moi, n'est pas appliqué par tous les pays. Donc parfois on a une rudesse de la part dans le débat national pour dire comment vous osez désobéir alors que d'autres pays n'obéissent plus depuis longtemps. Monsieur Terlier. Oui, moi ce que j'aurais aimé à travers ce débat, même si on a assez peu de temps, c'est que la France Insoumise, elle clarifie son positionnement par rapport à l'Europe. On le voit bien, vous parlez de désobéissance. Au fond, ce que vous dites dans votre programme, et c'est peut-être la seule solution que vous évoquez, c'est la sortie des traités européens. Et au fond, je crois qu'on est sur, encore une fois, on reviendra sur la situation sanitaire, sur le pass vaccinal, mais d'un faux semblant de la France Insoumise. Au fond, ce que vous voulez, c'est le Frexit. C'est la sortie de l'Europe. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas désobéir aux traités européens. Vous savez très bien que si vous en voulez la modification, il faudra que vous soumettiez cette décision-là au Parlement européen et qu'à la suite de ça, il faudrait qu'il y ait une ratification par l'ensemble des membres de l'Union européenne. Vous savez très bien que c'est impossible. Donc, ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir, à travers la position de la France Insoumise aujourd'hui, une clarification sur sa position. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans l'Europe ? Est-ce que vous voulez sortir de l'Europe ? On a une Europe aujourd'hui qui a montré qu'elle protégeait. La crise sanitaire en est l'exemple. Aujourd'hui, on a 750 millions de doses qui ont été livrées par l'Europe. On a aujourd'hui un plan de relance européen de 750 milliards qui a permis justement ces relocalisations que vous appelez de vos voeux. On a aujourd'hui une Europe qui, par l'intermédiaire du dispositif COVAX, permet à ce que les pays internationaux puissent bénéficier, notamment les pays africains, de dons de vaccins. Donc aujourd'hui, ce serait bien que la France Insoumise, elle clarifie sa position. Je sais pas, je vais essayer à vous d'en juger. Vous trouvez d'abord que vraiment là, l'Europe, elle protège, elle relocalise et tout. Je sais pas. Oui, celle-ci, c'est vraiment. Ah bon, je crois pas. Mais on n'a jamais eu autant de délocalisations et les principales délocalisations, elles ont lieu au sein de l'Europe. Mais fondamentalement, vous qui êtes parlementaire, d'un point de vue de principe, ça vous gêne pas l'idée qu'on va voter, mais que vous dites qu'en quelque sorte, quelle que soit l'issue du scrutin, qui vous plaise ou qui vous plaise pas, etc., il y a des choses vous pourrez pas les faire parce que de toute façon, ça pourra plus bouger. Moi, je pense il y avait, j'ai plus la formulation en tête, mais pendant la Révolution, il y avait une formule qui avait été gravée même dans une des constitutions qui disait nulle génération ne peut inféoder à la génération suivante ces règles constitutionnelles. Moi, je suis de cette école-là, c'est-à-dire que tous discutent. Mais oui, encore une fois, vous nous faites une fausse réponse. Ah bon ? Oui ou non ? C'est-à-dire que si ces traités européens vous empêchent de mettre en place le programme de celui de la France Insoumise... Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Dites-moi moi. C'est moi qui vous pose la question. Pardon, je vous ai dit, on désobéit. Moi, je pense que comme... Vous savez bien que c'est pas possible de désobéir, ça veut rien dire. Quand vous êtes législateur, on désobéit pas. Vous pouvez, mais avec des conséquences. Mais ça a des conséquences. Ça s'appelle créer des rapports de force. Mais dites-le objectivement. Je crois qu'on le répète depuis au moins 3 campagnes. Ce que vous souhaitez, c'est le Frexit. Non. C'est la sortie de la France, de l'Europe, et que vous avez trouvé, encore une fois, ce petit... C'est vous la conclusion que vous dites. Cette petite entrée maladroite. Mais au bout du compte, ça maladroit. Mais entendez, vous dites, honnêtement, je vous prends avec sincérité. La bataille est perdue d'avance. En fait, c'est du baratin que vous nous racontez. De toute manière, la seule conséquence que cela aura, c'est dehors. Moi, je pense, parce que je crois en la puissance de la France, pour le coup. Et je pense que c'est un des grands pays européens avec l'Allemagne. Je pense même que l'Union européenne, sans le couple franco-allemand, pour utiliser des formules, ça n'existe pas. Et je pense que si la France, en plus avec une certaine habileté, peut-être en trouvant des pays partenaires au sein de tout ça, on peut faire bouger les lignes. Peut-être même, je vais vous dire, qu'on n'obtiendra pas tout ce que je souhaiterais, mais qu'on va faire bouger les lignes. Cette bataille, on la mène ou pas ? Et à l'inverse, moi, puisque vous me parlez avec franchise, le reproche que je vous fais, c'est que si à l'inverse, on dit c'est plié d'avance, ne faites rien, on peut pas faire autrement, on n'aura rien. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, et souvent, je ne souhaite pas remettre en cause les traités européens. On ne souhaite pas remettre. Voilà, non, mais parce que nous, on considère que l'Europe, elle nous protège. Et cette crise sanitaire, elle l'a montré. Mais là-dessus, je vous remercie. Au moins, ça, c'est clair. Là, je respecte le fait que moi, j'aimerais bien que vous fassiez cet effort de clarification aussi également. Arrêtez de dire que vous voulez sortir des traités européens. Vous n'avez pas votre compte. Bien sûr que non. Monsieur Le Rudulier. Moi, je pense qu'il y a des traités. Encore un mot et on passe. Je vais rebondir par rapport à ça parce que l'échange est quand même assez intéressant entre vous deux. Et là, je vais me retourner vers mon collègue député. On sent très bien qu'Emmanuel Macron
veut l'effacement des nations pour une Europe fédéraliste. Absolument pas. Si, ça s'est vu par rapport à une polémique, une anecdote, certes. C'est On pas une met le anecdote, drapeau non. européen sous l'arc de triomphe, en oubliant d'accoler le drapeau français. On nous dit, je vais vous prendre un exemple. Sur le droit Rapidement, d'asile. parce que Sur le droit on va d'asile. avancer. J'ai posé la question au ministre de l'Intérieur, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, en disant, Monsieur le ministre, en pleine séance, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut instruire les demandes du droit d'asile à la frontière européenne ou dans le pays d'origine? Je crois que On nous a répondu, c'est pas possible, l'Europe ne veut pas. Alors, la On voit bien réponse de qu'on- Monsieur on voit bien Terlier. que sur Donc, cette polémique, là, il y a un souci. on voit bien que sur Quand cette on a une polémique- volonté, et je c'est- rejoins Alexis Corbière, même si on n'est peut-être pas d'accord sur les finalités, mais si on a une volonté de refonder l'Europe, la France, c'est pas un pays anecdotique epsilon. C'est un pays, c'est un tandem, c'est un duo avec l'Allemagne. Si la France tape du poing sur la table en disant l'Europe ne fonctionne pas, l'Europe fédéraliste, On voit bien. on n'en veut pas. On veut l'Europe des nations parce que effectivement la souveraineté nationale, ça veut dire Les que le éléments peuple du débat on sont choisit. posés. Les éléments du débat la sont réponse posés. Et rapide. je pense qu'on le voit bien, et c'est assez surprenant quand même. On a une convergence de points de vue là entre les Républicains et la France insoumise. De la même manière qu'on l'a eu avec le parti de Monsieur Zemmour ou de Marine Le Pen. Quand la France a présidé le Conseil de l'Union européenne et où on a mis ce drapeau sur l'Arc de Triomphe, c'était en conséquence de cela. Et on voit le tollé que ça a généré. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas une anecdote. La réaction qui a été celle des partis politiques. Zemmour, Valérie Pécresse, Oui. la France insoumise. Chers collègues, qu'est-ce que vous voulez Alors, démontrer attendez. Qu'est-ce que vous voulez démontrer Non, mais, Ça montre bien ce sentiment anti-européen on va qui essaye revenir d'être à un véhiculé débat. par les uns et par les autres et qui converge aujourd'hui je sur ce m'en plateau dissimule entre pas, la moi, France je insoumise suis- et le parti Attendez, et moi les je m'en partis dissimule pas, je suis républicains. très critique par rapport à cette Europe. Moi je suis internationaliste. Et je pense même qu'il faut créer des partenariats très forts avec nos voisins européens, que c'est l'histoire. Maintenant, j'ai un regard, parce que comme vous, je fais de la politique, sur aujourd'hui ce qui a été construit, ça s'appelle l'Union européenne. C'est un certain nombre de règles. Voilà, moi je suis pour mettre en place des formes de protectionnisme solidaire, écologiste, vis-à-vis de produits qui rentrent sur le marché national, qui font du mal à nos entreprises. Les traités de libre-échange qui ont été mis en place, tant au niveau européen que l'Union européenne a fait avec des États, ou que détruisent tout ça. Moi, je suis pour qu'on discute de cette affaire sérieusement. Voilà, et j'espère que vous aussi, sur le fond, parce que vous aimez la France Eh comme ben moi. voilà, et on en a discuté. Oui, ce que je veux dire, c'est que me renvoyez pas dans les cordes en disant, en gros, tout ça, c'est Zemmour, c'est machin, c'est... Non, moi, je ne suis Non, pas mais- pour avoir... Non, 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 c'est fini. Manifestement, vous avez le même positionnement. Donc, je reprendrai un dernier exemple. Non, non, faire le c'est constat. fini. Juste sur- Non, non, faire c'est le fini. constat. Non, non, c'est 14 fini. milliards, Bah, alors, on juste. parlera à peine du pass vaccinal. Mais Tant pis pour vous. 14 milliards entre 2021 et 2027 pour la préadhésion à la Turquie. On sait très bien que pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que la France doit encore financer Et vous, cette vous répondez préadhésion? quoi, Alexis Corbière? Moi, sur la Turquie, je ne suis pas favorable à ce qu'elle rentre, parce qu'à ce stade, elle n'y rentrerait que dans une Ouais, logique de donc, moins de toute 10 ans façon, social. Et personne nous, n'en ce qu'on parle, critique, c'est que la France, à l'actuelle, cotise plus, si je puis dire, au niveau européen, que ce qu'elle perçoit. Et bien souvent, des grandes victoires qui ont été obtenues par le président Macron dernièrement, sur lesquelles il a beaucoup communiqué, signifient que nous continuions, en fait, à donner plus au niveau Union européenne que ce que nous recevions, contrairement à ce qu'il disait. Donc, vous voyez tout ça. Bon, on en discute rapidement. J'admets que c'est un peu... c'est pas simple, parce que... Mais moi, je pense... Vous voulez que je vous dise? Je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, détruit l'idée d'Europe. C'est ça qui me fait de la peine. C'est que ça détruit l'idée de solidarité, parce que Bon, pour beaucoup de gens, Au moins, ils vivent... là, c'est il y a tout un sauf ça. clivage Ah bah, très Les net. 750 milliards de dettes, c'est de la dette européenne, c'est de la dette solidaire entre les pays Est-ce- européens. C'est juste Bon, le contraire. on aurait pu parler, vous avez été interpellé sur l'Europe qui protège dans la crise sanitaire, mais sur la crise sanitaire, c'est le pass vaccinal. Est-ce Il qu'on est peut au savoir le Sénat. prix des vaccins, en fait, puis que vous êtes... Comment ça coûte un vaccin? Non, mais c'est pas secondaire, parce qu'elle a acheté des vaccins. Vous savez que c'est secret, cette information. Et vous savez On que connaît les budgets, chaque non. seconde, Alors, sur le c'est pass 1000 dollars vaccinal. de profit pour les 3 Sur le laboratoires pass pharmaceutiques. vaccinal, très vite, Monsieur Turlier, et à vous ensuite. Oui, sur le pass vaccinal, je voulais tout d'abord interpeller mon collègue sur les propos en fait en réalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça a été fait par le journaliste précédemment, et de pointer un peu les incohérences. Vous avez dit sur le pass vaccinal, au fond, c'est une illusion sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, et ça n'a pas permis d'arriver à ses effets. Je crois que, bien au contraire, les faits montrent qu'en réalité, ce pass vaccinal et ce pass sanitaire ont eu des effets, les effets escomptés, c'est-à-dire d'appeler à la vaccination. Je me permets de vous faire un petit retour vite, en et après arrière. votre question, Le quand même, 12, hein. le 12 juillet dernier. Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron, alors qu'on est à un plafond de verre de la vaccination, dit « je vais étendre la situation du pass vaccinal ». Un mois après, c'est 12 millions de vaccinés. Aujourd'hui, c'est 91% de notre population Très bien. qui est vaccinée. Et bien Donc, ça, c'est grâce au pass d'accord. vaccinal Vous avez et raison. au pass sanitaire Ce et que au vous- pass attendez, vaccinal. ce que vous dites est vrai. On a un
taux de vaccination depuis élevé la mise en place, et depuis est-ce que la ça circule encore? Mais c'est pas le problème de la. Ah, mais pourtant, c'est ce que vous aviez non, dit. mais la circulation, ça n'est pas le sujet. Et c'est là où je vous reproche, en fait, les faux semblants. Parce que, en réalité, non. Parce que derrière le pass vaccinal, en réalité, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est l'égrenage, en fait, de tous les arguments des anti-vax. Je me permets de vous le rappeler. Mais quand on dit que le vaccin est une raquette trouée, que ce qui compte, c'est le reste et pas le vaccin, et que même vacciné, on peut contracter et continuer à transmettre. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Dans des effets beaucoup moins, mais est-ce que c'est vrai? Ah oui, non, mais on est d'accord que c'est vrai. En responsabilité, l'intérêt, ce serait de dire quoi? Que dans 90% des cas, le vaccin, il empêche les formes graves. Il empêche les gens qui sont vaccinés de mourir. Non, vous le dites pas. Monsieur Le Rudulier, il faut qu'il ait la parole aussi. Et juste non, ça vous intéresse pas? Non, alors allez-y. Non, sur le pass vaccinal, là, je vais rejoindre mon collègue. Corbière. C'est vrai que sur la communication de la France Insoumise, pas vous directement. Oui, mais mettez-moi dans le paquet, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est assez flou et je pense qu'un responsable politique devrait inciter à la vaccination parce que effectivement, il limite les formes graves. Donc, on empêche, grâce au vaccin, on sauve des vies. Et ça n'a pas été clairement dit au niveau du gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu des couacs au niveau de la communication. Il y a même parfois eu des excès de communication. Moi, je me souviens de la conférence de presse à Noël où on nous disait, attention, je m'attendais à des dispositions et des mesures très fortes, où on s'est aperçu que les sandwichs dans le train, on ne pouvait plus le faire, le popcorn au restaurant, on ne pouvait plus le faire, et puis on est resté un peu sur notre faim. Après, il faut tout dire. Le pass vaccinal n'est pas là pour répondre à l'urgence sanitaire. Ce n'est pas l'objet du texte de loi. Mais alors, on va laisser passer répondre à Alexis Corbière, si vous avez une question particulière. Sinon que on est vous tous trouvez des gens de conviction, j'ai compris le... Non, mais la question au bout du compte, si vous me permettez, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, c'est là aussi, encore une fois, comme sur l'Europe, faites preuve de clarification. Voilà, c'est clair. Soit c'est vous la êtes pour le vaccin, Est-ce que vous pouvez être et plus vous clair? le dites, mais ne la sortissez pas d'aucune réserve. Ne la sortissez pas d'arguments qui sont ceux aujourd'hui des anti-vax. Le vaccin, il n'y a pas de trou dans la raquette. Le vaccin, dans 90% des cas, il protège contre les formes graves et il empêche de mourir de la Covid. Donc ça, il faudrait que vous le disiez et sans aucune réserve. Donc ma question, c'est est-ce qu'enfin, aujourd'hui, on va avoir une clarification sur la position de la France Insoumise par rapport au vaccin? Et c'est là, ça rejoint la question de M. Le Rudulier. Est-ce que vous pouvez dire clairement que vous appelez à la vaccination? Mais c'était communication. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, on a dit qu'on était vaccinés, que le vaccin limitait la maladie, d'accord? Vous prenez des phrases qui répondaient à ce que le ministre Véran disait, mais si. Jean-Luc Mélenchon a parlé en premier. Non, mais très bien, qui disait si on se vaccine, ça, on arrêtera, on pourra reprendre une vie normale. Le premier qui a dit qu'il allait y avoir une deuxième vague, d'accord, après la première vague, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui s'est moqué de lui. C'est notre collègue Maluret au Sénat du groupe En Marche qui a dit que M. Mélenchon, ce diplômé de médecine de la Havane, nous annonçait une deuxième dose et vous avez tous ri. Je ne ferai pas l'affront de dire les incohérences de Jean-Luc Mélenchon. Qui avait raison? Est-ce que c'était vrai de dire, comme disait Jean-Luc Mélenchon, qu'il y allait avoir une deuxième vague et qu'il fallait donc qu'on continue? Pardon, attendez. Non, mais on parle de la vaccination. Vous détournez un peu la... Non, c'est le sujet. C'est-à-dire que, pardon, Elisabeth Martichoux, nous disons que tout miser uniquement sur la vaccination et les gens se vaccinent et c'est très bien. Mais qu'il n'y a aucun mode d'organisation au niveau des conditions de travail, des conditions de transport. On a parlé tout à l'heure de l'école. Et qu'en quelque sorte, Alexis ce que veut, Corbière. et vous en êtes l'exemple, pardon de vous Alexis le dire. Corbière. Attends, pardon, je peux pas vous répondre. Non, mais une personne non vaccinée est aujourd'hui en hospitalisation critique alors qu'il y en a 16 en contrepartie. Oui. Le ratio, il est de 1 pour 38 pour les personnes qui sont en réanimation. Oui. Donc à un moment donné... le vaccin, c'est la solution. Vous avez fermé le vaccin, c'est la solution. Pour quelle raison vous avez continué à fermer des lignes? C'est pas la question. C'est pas la question. D'accord. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la circulation du virus n'est pas due au fait que nous avons 8-9% de la population qui n'est pas vaccinée. Ça n'est pas ça. Ça limite. D'accord. Ça le limite sans doute et ça limite l'impact sur les gens. Même la contamination. Ça limite l'impact sur les gens. Mais je me suis permis tout à l'heure de donner l'argument puisque... Et ce sera le dernier mot. Ce sera le dernier mot. C'est que, notamment, quand on regarde les déciles de la population, je répète ce que j'ai dit, les plus de 80% sont seulement vaccinés à 88%, alors que les 18-24 ans, même s'il faut certains se vacciner, etc., mais sont moins en danger, le sont vaccinés à près de 93-94%. Ce que je veux dire, c'est que plutôt par moment de désigner une partie de la population en disant j'ai envie de vous emmerder et vous n'êtes même plus des citoyens. C'est pas ça qui a été dit, c'est ce que tout le monde a compris. Il n'empêche que, est-ce qu'on développe des politiques publiques plus dynamiques, notamment en direction des personnes âgées qu'elles sont très en danger? Vous voyez, ce serait réel. Allez, pour quelle raison on ne met pas depuis 2 ans les purificateurs d'air, les capteurs de CO2, la licence libre? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le vaccin soit gratuit, y compris pour des continents entiers qui en ont bien besoin? Ça nous évitera d'avoir des variants. Ça, c'est efficace.
Ce que vous faites, je vais vous dire, c'est de la politique intérieure, Absolument pas. interne, politicienne, pour préparer Pas vous. l'élection présidentielle. Allez, c'est le mot de la Je fin. pense pas que Juste ce soit un mot, efficace. et d'ailleurs ça m'intéressera d'avoir votre avis. À l'instant, Jean Castex annonce une simplification de la procédure dans les écoles. D'abord, quand il y aura un cas dans une classe, on n'en renvoie pas les enfants tous chez eux, on attend la fin de la journée. Et enfin, ça n'est plus un PCR, 2 autotests. C'est 3 autotests et ils seront tous les 3 gratuits. Est-ce qu'on va vers la simplification? Est-ce que vous approuvez? Si ça simplifie, c'est efficace, j'ai du mal à Ah, réagir. bon. Non mais attendez, moi ce que j'avais observé, c'est qu'à partir du moment où on a rendu le test payant pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, ça a fait chuter les tests de près de 45%. Alors que je pense malgré tout, même si je suis vacciné, mais je pense que les gens qui ne font pas le choix de la vaccination, qui pour certains, vous avez vu l'étude de l'INSERM, à 40% ne font pas le choix parce qu'ils s'en sont éloignés des politiques publiques et qui ne sont pas anti-vax pour 30% des autres. Eh bien, le fait qu'il y avait des tests permettait qu'ils continuent à se tester. Dans une pharmacie, je veux dire, Pour vous, tout est simple. C'est vraiment trop grosse. Vous avez vu les études qui montrent que plus vous êtes dans les quartiers riches, plus vous êtes vacciné, dans les quartiers pauvres, vous êtes moins vacciné. Ce qui est vrai, c'est qu'on est quand même, depuis 2 ans, dans un régime d'exception. Et on a l'impression... On va pas ouvrir ce débat-là maintenant. Non, mais ah non, ça, c'est pas possible, parce que c'est la fin de l'émission. C'est important. Quand on parle de contrôle d'identité, moi, j'ai lu le texte qui émane de l'Assemblée nationale. Je suis désolé, c'est pas au restaurateur de contrôler l'identité des personnes. Vous allez avoir, monsieur le Rédulier, le débat commence, il arrive dans l'hémicycle demain au Sénat. On a des propositions à faire et on va les entendre, évidemment. Un mot, et on se retourne vers Vincent Roux, qui a encore une question pour vous, en direct du Figaro Live. Vincent Roux. Oui, Alexis Corbière, c'est un autre débat là, qui a agité la gauche, en particulier le Parti communiste et les écologistes. C'est cette déclaration chez nos confrères de France 3 hier de Fabien Roussel autour de la gastronomie française, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage chez la gastronomie française. Et le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Ça a soulevé une bronca, en particulier chez les écologistes. Les uns ont dit que c'était la promotion notamment de la viande et que c'était scandaleux. Et Sandrine Rousseau a ironisé en disant que le plat préféré des Français, c'était d'abord et avant tout le couscous. D'autres ont dit « faites avancer la gauche au lieu de faire des appels du pied à la droite identitaire ». Vous, comment vous vous positionnez? Vous êtes du côté Rousseau ou vous êtes du côté Roussel? Ah ouais, Rousseau. Alors, une règle, avec Fabien Roussel, tu ne polémiqueras pas. Voilà. Et deuxièmement, Fabien n'est pas un militant d'extrême droite. Je vais vous dire, franchement, quel que soit ce qu'on peut passer de lui. Ça vous étonne que ça parte comme ça, une polémique? Qu'on on le mette dans le camp des identitaires parce qu'il fait l'éloge de la gastronomie française? C'est faible. Mais ça vient d'où? Ça vient des écolos? Moi, j'ai pas vu de. Moi, c'est mon opinion. Je veux dire, je bois du vin, j'y m'arrive de manger de viande, mais je respecte aussi des gens aujourd'hui, c'est dans le débat, qui sont végétariens, etc. J'imagine que dans son esprit, parce que la gastronomie française est beaucoup plus riche, heureusement, que seulement le pinard et la viande. Bon, mais j'imagine c'est une formule. J'ai pas entendu l'émission, mais de manière générale, je vais vous dire, je rentrerai pas là-dedans, alors que peut-être Fabien parfois le fait. Moi, je rentrerai pas avec là. Donc vous ménagez Fabien Roussel et aussi ceux qui critiquent Fabien Roussel. Monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais vous dire, c'est pas seulement ça, c'est que j'ai mené 2 campagnes. Non, mais vous comprenez, j'ai mené 2 campagnes avec eux. Et une chose est sûre, même si je venais à être pas tout à fait d'accord avec Fabien Roussel, le procès identitaire, je sais pas quoi, me semble. D'accord, c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Monsieur Ledulier, juste un mot sur cette polémique. Oui, je pense, vous voyez, j'aurais préféré parler de nouveau de la crise sanitaire parce que franchement, c'est un débat totalement stérile et je pense que c'est un faux procès qu'on fait à monsieur Roussel. Oui, mais ça ne dit rien, ça ne dit pas quelque chose? Ça dit quoi? Ça dit simplement aujourd'hui qu'on est dans le cadre d'une présidentielle et où les personnalités à la présidence à gauche cherchent à s'identifier plus les uns que les autres par rapport aux autres. Mais bon, l'éloge de la bonne chair, c'était bien aussi de la défense quand même de la culture et de notre tradition. Voilà, l'éloge de la bonne chair, c'est réconfortant aussi d'achever cette émission. Moi, ce dont j'ai envie, parlons programme. Non, mais parlons programme. Et je ne crois pas que le programme de Fabien Roussel, ce soit celui qui dire le coup de rouge et de la viande pour tout le monde. Donc, parlons programme. Non, mais je le dis. C'est pour ça que monsieur le président Macron, puisque vous le connaissez, merci d'avoir suivi. On a besoin de savoir. Merci beaucoup, Stéphane Le Rudulier. Bon échange demain donc, sur le sanitaire. Jean Terlier, merci beaucoup. Alexis Corbière, merci d'avoir animé. Merci aux 2 collègues qui sont venus. C'est pas marrant de venir en fin d'émission. Mais c'est très intéressant d'être avec vous. Allez, bonne fin d'émission. On se retrouve la semaine prochaine, 19h30 pour Audition publique sur LCP et Public Sénat. Bonne semaine à tous.